démarre tout de suite sur la question de l'attention. Vous connaissez ces petits messages qui arrivent sur vos téléphones, alerte info, vous avez un message, vente exclusive. Comment nous avons perdu le contrôle de notre attention. C'est vrai que du temps a passé depuis les déclarations, c'était en 2004, du PDG TF1, Patrick Lelay, vous en rappelez peut-être. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau disponible. Ça avait choqué à l'époque, mais c'est vrai qu'en 2019, rien n'a changé, voire pire. La captologie a atteint des sommets de raffinement avec une sursollicitation qui est devenue la norme. Est-ce une fatalité? Question abordée avec notre invité Yves Citon, interviewé par le journaliste du Point, Nicolas Bastuc. Bonsoir à tous. Bonsoir Yves Citon. Vous êtes professeur de... Ah, pardon, attendez. Excusez-moi, hein, vous me... Oui, donc vous êtes professeur de littérature et médias... Ah non. Non, mais il faut que je retweete ton tweet, excuse-moi. Voilà. Donc, oui, professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8, essayiste et co-directeur de la revue Multitude. Ça vous agace, ces malotrus comme moi, qui tapotent et tweetent sur leur mobile quand vous leur accordez leur attention ? Pour être honnête, pas plus qu'autre chose. Moi, je viens un petit peu du XVIIIe siècle. J'ai passé la moitié de ma vie au XVIIIe siècle parce que je lisais Rousseau, je lisais Voltaire, je lisais ces gens-là. Et j'entends une plainte continue du fait qu'on est toujours distrait, du fait qu'il y a des choses qui font qu'on n'est plus exactement où on est. Vers le début du XIXe siècle, il y avait ce qui s'appelait la kaléidoscomanie. Il y a des gens qui faisaient des affiches, qui écrivaient des textes pour expliquer que les kaléidoscopes qui venaient de s'inventer, donc cette espèce de tube où on regarde et puis on voit des figures et des formes, que ça allait ravager la planète, en tout cas les grandes villes, parce que plein de gens, surtout des jeunes, regardaient ça et risquaient de tomber dans des trous où, au lieu d'embrasser leur amoureux, ils regardaient dans ce kaléidoscope et que c'était une dénonciation de la kaléidoscomanie. On n'est pas devenu pire à cause des kaléidoscopes. Les téléphones portables, on en parlera, ça a des effets très différents des kaléidoscopes, mais le discours apocalyptique en nous disant un nouveau médium entraîne la fin du monde, a priori, je m'en méfie. Alors j'espère qu'on aura le temps de voir un petit peu quelles sont les spécificités de ce téléphone portable. Moi j'ai envie de prendre un pas de recul face d'abord au sentiment que j'ai, comme je pense la plupart d'entre nous, à savoir qu'il y a trop de choses qui m'arrivent, il y a trop de choses qui sont disponibles et j'ai pas du tout assez de temps de veille pour lire ce que j'ai envie de lire, voir ce que j'ai envie de voir, parler avec les gens auxquels j'ai envie de parler. Donc ce manque de temps chronique, oui, je le ressens. J'aimerais prendre du recul face au type de discours qu'on développe pour accuser, que ce soit accuser le téléphone portable, que ce soit accuser la jeunesse qui est distraite, que ce soit accuser les jeux vidéo, parce que ces discours-là, je les ai vus répéter depuis 300 ans. Néanmoins, il y a beaucoup de discours apocalyptiques, il y a beaucoup de Cassandre parmi vos collègues observateurs. Je cite notamment Michel Desmurger, qui parle de la crétinerie digitale, qui dit que ce que nous faisons subir à nos enfants, c'est de la maltraitance. On interdit les mobiles dans les collèges, certains parlent de monstres addictifs, de stratégies dignes des cigarettiers qui fabriquent de l'accoutumance. Alors, il y a quand même autour de ces questions un discours fondamentalement anxiogène. Hein. Alors, il y a un discours anxiogène sur cette espèce de crise de l'attention qu'on vit. Et moi, je vous proposerai peut-être 2 ou 3 points justement de recul par rapport à ce discours anxiogène. Puis après, on verra lesquels vous voulez développer. D'abord, on a tendance à individualiser la question, à savoir l'attention, et c'est intuitif de dire, moi je suis attentif ici aux gens. J'ai de la peine parce que j'ai des lumières qui me viennent dans les yeux, mais je vois qu'il y a un peu de monde, je vois les personnes du premier plan, il y a quelqu'un qui sourit, ça me fait plaisir, je vous vois vous, et c'est moi. Je ne sais pas comment vous voyez le monde. Donc c'est naturel de dire, l'attention c'est centré sur l'ego. Donc on a tendance à partir comme ça. Et on a tendance à dire, tiens, les jeunes dans les écoles qui sont distraits, c'est leur attention du petit Louis qui est distraite parce qu'il n'écoute pas le grand Yves qui fait sa conférence.
ça, il me semble que c'est mal partir de la chose. Il faut commencer par parler d'environnement. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelait L'écologie de l'attention. On y reviendra. Parler d'écologie, il y a des environnements attentionnels. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai des lumières dans les yeux, je vous vois mal. Vous me voyez peut-être encore plus gros que ça. C'est assez inquiétant ce qui se passe derrière moi. Vous n'êtes pas fait pour parler, en tout cas maintenant. C'est moi qui parle. Donc là, il y en a un milieu attentionnel qui focalise vos attentions sur ce que j'essaye de dire. Et ça vous conditionne. Et ça me conditionne. Je ne vais pas commencer à rêvasser à ce que je ferai l'été prochain, parce qu'il y a ce micro, il y a vous, et je suis en train de vous parler. Donc, on est toujours conditionné par des milieux attentionnels, et ces milieux attentionnels, ils sont toujours structurés par des rapports qu'on peut appeler alors économiques et politiques. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'une salle de classe? Une salle de classe, c'est quelqu'un qui a une autorité, l'enseignant ou l'enseignante qui a une autorité, et on va dire que l'élève est distrait, pas parce qu'il ne pense à rien, pas parce qu'il n'est pas attentif. Il est attentif à quelque chose, que ce soit son téléphone, que ce soit ce qui se passe derrière la fenêtre, et il n'est pas attentif à ce que l'autorité veut que ce soit son objet de focalisation. Donc, dire qu'on est attentif ou qu'on n'est pas attentif, c'est toujours contextuel et c'est toujours des questions d'abord d'environnement peut-être contraint ou étroit, comme ici on est tous ensemble dans une salle, c'est ce qui s'appelle l'attention conjointe, d'environnement économique, quelles sont les pressions qui sont mises sur chacun de nous pour trouver du boulot, pour être compétitif, pour augmenter notre CV, etc. Et c'est seulement à partir de ces questions environnementales qu'on va pouvoir parler de crise de l'attention, d'inattention, etc. Ça, c'est une première chose. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, vous le disiez, je ne connaissais pas la critique du kaléidoscope, mais on a fait le procès de la grande presse, du cinéma, de la télévision, sauf qu'aujourd'hui, quand même, tout de même, on a changé d'échelle. Le portable, on l'a en permanence, le kaléidoscope, ou le journal à grand tirage, on l'avait 1 heure dans la journée. Voilà. Donc, et ça change tout. Exactement. Donc, c'est quoi un portable? Et là, il me semble qu'il faut aussi faire un petit peu d'archéologie pour voir la spécificité de cet objet-là. Alors, il y a quelqu'un dans les années 1990 qui s'appelait Alan Kay, qui a proposé un mot que moi j'ai repris dans des travaux que j'ai faits, qui est le mot métamédium. En gros, les ordinateurs, mettons, y compris les portables, c'est des métamédias. Qu'est-ce que ça veut dire métamédium? Pourquoi il disait ça? Il disait, avec un ordinateur, avec un téléphone portable, vous pouvez faire tout ce que vous pouviez faire avec plus ou moins tous les médias antérieurs. Que ça soit l'écriture depuis les papyrus, que ça soit le télégraphe depuis le milieu du 19e siècle, que ça soit le téléphone, que ça soit la radio, que ça soit la télévision, que ça soit... vous prenez toute l'évolution des médias et avec un téléphone portable, vous pouvez simuler tout ça. Vous pouvez voir des films, vous pouvez faire des téléphones, etc. Et pas simplement consommer, mais produire. Alors, en plus, vous pouvez produire. Donc ça, c'est quelque chose encore qui s'ajoute là-dessus. Mais pour le moment, donc, ça permet de simuler tous les autres médias. Deuxième chose, et la nouveauté la plus importante pour moi, il me semble qu'elle ne se passe pas tellement dans l'écran et mes yeux, ou l'écran ou les haut-parleurs du téléphone et mes oreilles, elle se passe dans ce qu'il y a derrière l'écran, à savoir les données qui sont envoyées sur des serveurs d'Amazon, de Google, et ces données, pourquoi elles intéressent Amazon, Google, etc., en grande partie, parce qu'elles donnent des informations sur mon attention. Et lorsqu'on pense une crise attentionnelle aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que l'appareil me fait à moi, donc qu'est-ce que je peux voir à travers ça, quelles notifications m'arrivent, mais quelles informations mon appareil, qui est une sorte de mouchard, donne aux serveurs et aux entreprises et au gouvernement et aux espions, etc., pour savoir à quoi je suis attentif. Et donc, deuxième spécificité des métamédias, non seulement ça permet de simuler tous les médias antérieurs, mais ça permet de tracer, de monitorer en temps réel mes gestes attentionnels. Pour le moment, c'est encore des gestes essentiellement manuels. Il faut que je tape sur l'écran, que je clique pour faire quelque chose. On peut imaginer dans un avenir pas trop lointain que la petite caméra, parce que comme vous le dites, le téléphone c'est non seulement quelque chose pour voir, mais c'est quelque chose pour être vu ou pour filmer, on peut très bien imaginer que la petite caméra qui est devant fasse un eye tracking, une oculométrie de mon regard, pour que même si je ne clique pas, le Google ou les GAFAM ou tout ce que vous voulez, puisse savoir ce que je regarde sur l'écran. Et de nouveau, ça donne des informations toujours plus fines qui permettent de me mettre de la publicité, de me mettre des informations, de me mettre des contenus toujours plus finement accommodés à mon profil, accommodés à ce que des algorithmes pensent être mes attentes.
Et là, donc, deuxième chose absolument nouvelle, on a des boucles récursives qui font que mes attentes, telles qu'elles sont enregistrées par les machines en temps réel, conditionnent en temps réel ce qui est fourni à mon attention. Alors, donc, ces effets de boucle, bulles de filtre, etc., ça, c'est absolument nouveau. C'est clair que les kaléidoscopes, les journaux, etc., n'avaient pas ça. Alors justement, il y a une nouvelle science, notre consoeur en parlait tout à l'heure, la captologie, qui vise à pirater notre attention et, si possible, à nous rendre addictifs. Est-ce que vous avez étudié les techniques de ce qu'on appelle le design émotionnel de ces gens qui visent justement à capturer notre attention et à la retenir le plus longtemps possible? Il y a les boucles de rétroaction, les systèmes de récompense. Ça marche comment? Comment on se fait prendre? Alors, d'abord, de nouveau, j'ai envie de faire un pas de recul. Je suis désolé, mais je vais refaire le même geste plusieurs fois. Cette captologie, elle avait un nom dès Aristote qui s'appelait la rhétorique. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique? C'est l'art de capter la bienveillance, l'attention de juges, de citoyens dans la politique, etc. Donc, de nouveau, le fait que des orateurs, des politiciens, des artistes, chacun de nous, lorsqu'on se parle les uns aux autres, on essaye de capter l'attention. D'accord. Ce qu'il y a de nouveau, c'est cette capacité à monitorer les gestes attentionnels et à collecter des quantités d'informations extraordinaires avec des capacités de computation extraordinaires et de choisir dans tout ce à quoi on peut avoir accès en fonction de critères capitalistiques, en fonction de critères de profit commercial, ce qui devrait quoi? Ce qui devrait soit me satisfaire le plus. Et puis là, on peut se dire, c'est très bien. Si Amazon sait quel livre je vais aimer demain, si YouTube sait quelle vidéo est celle qui va me donner le plus de plaisir ou le plus d'informations dont j'ai absolument besoin maintenant, pourquoi pas? Mais on sait que ce n'est pas seulement ça, il y a un peu de ça. Et c'est pourquoi ça marche quand même assez bien. Mais il y a aussi des choses qui parasitent ceci, et ces choses qui parasitent ceci, peut-être qu'on pourrait y revenir. On peut appeler ça le capitalisme, on peut appeler ça le capitalisme de surveillance. Il y a un très beau livre de Shoshana Zuboff qui s'est publié là-dessus. Et alors, à l'intérieur de ce capitalisme de surveillance, effectivement, on a besoin de mon attention qui est une ressource marchandisable. C'est une marchandise, mon attention. C'est ce qu'on disait avec le directeur de TF1 qui disait ça il y a quelques années. Donc, mon attention est une marchandise. Elle produit du profit, on va essayer de la capter. Pour bien la capter, il faut quand même me donner des trucs qui m'intéressent, mais ce qui m'intéresse peut être très très divers. Et, alors là, c'était un gros détour pour revenir à votre question, il y a des gens, là je vous conseille un livre de quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui est un spécialiste de neurosciences, qui a fait un livre admirable qui s'appelle Le cerveau attentif, et qui, alors moi je ne suis pas du tout capable de faire ça, mais qui nous explique que, alors il y a plusieurs zones du cerveau, il y a plusieurs couches, lui il parle d'attention automatique, et un des grands ressorts de cette captologie, c'est le fait que vous ne pouvez pas voir quelque chose qui se déplace, ou par exemple voir un montage, un changement d'image sur un écran, sans que ça alerte quelque chose en vous qui est très 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 primaire, qui fait que ça peut être un danger. Quand vous promeniez dans la forêt il y a 30 000 ans, un bruit, quelque chose qui bouge, ça peut être soit une opportunité pour chasser une proie, soit ça peut être un ours, et on a toujours ceci, ce qui fait que je peux très facilement capter votre attention. Non, ça marche pas. Mais si je fais quelque chose comme ça, voilà, madame qui était en train de lire, là j'ai la preuve, hein, madame qui était en train de lire le programme pour savoir qui elle va aller écouter plus tard, elle était très distraite, là je la dénonce publiquement. Il suffit de faire ça, c'est pas très malin, c'est pas très futé, la captologie c'est ça. Là, j'ai fait un acte de captologie, désolé de vous déranger dans votre lecture. Voilà. Donc, on sait, ça s'appelle des saillances. Ces choses-là, ça s'appelle des saillances, c'est les choses auxquelles vous ne pouvez pas ne pas faire attention. Et vous êtes vivant ou vivante parce que vous n'avez pas pu, parce que vous avez été contrainte de faire attention à ces choses-là. C'est pour ça qu'on n'est pas écrasé par les trams, etc. Donc ça, il y a ce niveau-là d'attention, disons, automatique. Ce que dit Lachaud, il appelle ça attention automatique. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus raffinées, qui ont affaire aux affects. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup que prend Jean-Philippe Lachaud, c'est il y avait alors j'ai oublié lequel, mais il y avait un circuit de Formule 1 quelque part, je ne sais pas où. Et il y a un chauffeur qui a eu un accident. Bon. Et il a fait un procès au propriétaire ou au responsable du circuit de Formule 1 parce qu'il y avait une très très grande publicité avec une femme dénudée. Et c'est juste là où il a raté son virage.
Et il a fait un procès sur les bases de neurosciences qui disait, lorsque un mâle avec un peu de testostérone voit dans son champ visuel une image, une figure de femme dénudée, cette figure l'attire, hein, c'est une sorte de saillance aussi, alors c'est un peu moins brutal que ça, mais ça attire son regard, et il y a c'est des quelques fractions de secondes, mais ces fractions de secondes qui fait que non seulement il voit ça, mais ça induit un certain régime affectif dans son corps qui a pu le distraire et il a raté son visage. Donc la captologie, c'est, si vous voulez vous intéresser à ça, regardez ce merveilleux livre de Jean-Philippe Lachaud et vous verrez les mécanismes qui font qu'on peut, on peut agir un petit peu comme sur une marionnette avec ce qu'on présente dans notre champ visuel, dans notre champ auditif, etc. Alors les temps d'attention sont de plus en plus courts. On parlait de Patrick Lelay et de cette phrase un peu prémonitoire. Mon métier, c'est de capter du temps de cerveau humain disponible pour vendre du Coca-Cola. À l'époque, le tunnel, c'était 6 minutes. Il fallait capter l'attention durant 6 minutes, le tunnel publicitaire, la pause du film. Twitter, récemment, a théorisé le nouveau format publicitaire, c'est 6 secondes. Alors là, c'est phénoménal, ce raccourcissement. Tout à fait. Donc, de nouveau, mon discours habituel, c'est de prendre l'archéologie pour dire méfions-nous, toute une série de choses dont on nous dit que c'est la crise de l'attention, que c'est la fin du monde, que c'est tout nouveau, etc. C'est pas nouveau du tout. Il y a des choses qui sont nouvelles. C'est ce phénomène d'accélération, je crois que ça, on peut difficilement le nier, et donc il faut s'y intéresser, il faut se demander quelles sont les conséquences de ça. Il y a quelque chose d'autre qui est nouveau, et là je reviens à votre question de tout à l'heure, sur les téléphones portables. Qu'est-ce que c'est qu'un téléphone portable? Je disais, c'est un métamédia parce que ça permet de simuler tous les médias antérieurs, ça met en boucle mes comportements attentionnels, des sortes d'indices sur mes attentes avec ce qui est nourri, ce qui est fait pour nourrir ces attentes et nourrir mon attention. Troisième chose, un téléphone portable, c'est un condensé, mais à la fois génialissime et effrayant, de socialité. Je ne sais pas, il y a 150 ans, ou 200 ans. Oui, vous dites que le mobile, c'est un nœud de sociabilité en fusion. Voilà, il y a quelque chose de brûlant dans un téléphone portable. D'ailleurs, des fois, ça chauffe, mais indépendamment de ça, qu'est-ce qu'il y a de brûlant dans un téléphone portable? Pour moi, c'est comme si on avait une sorte de bout d'uranium nucléaire dans la main. Qu'est-ce qui rend radioactif un téléphone portable? De nouveau, je reprends il y a 200 ans, le dimanche matin, vous aviez la messe. Vous aviez un prêtre qui vous faisait la messe, etc. Et puis vous aimiez pas, vous avez ça. Après, vous alliez voir la fille du boulanger, qui était vraiment belle, et puis vous alliez l'embrasser un petit peu dans un coin, mais après vous doutiez si le fils du cordonnier n'allait pas aussi embrasser le fils de la etc. Bon. Et puis vous les rencontrez comme ça dans la rue, ou alors il y avait quelqu'un qui vous donnait des informations. Et puis c'était des lieux différents, des personnes différentes, des sources différentes, vous pouvez lire quelque chose. Ici, tout ça, l'amour, le boulot, les informations sur un tremblement de terre, le danger du changement climatique, votre enfant qui n'est pas rentré de l'école, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, ça passe là. Et donc forcément, si tout ce qui peut vous intéresser au monde passe par un tout petit goulet d'étranglement qui est là, et que c'est tous vos affects, ce n'est pas des informations, c'est complètement faux de dire qu'on vit dans un monde d'informations. Les ordinateurs, ils ont de l'information, puis ça passe pas, puis ça peut se faire algorithmiser, etc. Nous, ce qui passe par les téléphones portables, c'est des affections. Des affections, c'est des choses qui, oui, nous donnent des informations, mais qui d'abord nous affectent, s'impriment en nous, nous touchent toujours pour du plaisir ou pour de la douleur. Et ce condensé d'affections qui condense justement, qui concentre tout ce qui peut nous intéresser dans le monde, et bien forcément que quand moi je fais cours à des élèves ou des étudiants à Paris 8, je trouve assez logique que dans toute leur vie, il peut y avoir quelque chose de plus important, de plus intéressant que ce que je peux leur raconter. C'est toute leur vie qui est là-dedans. Alors, vous oscillez quand même entre relativisme et grande inquiétude. Vous nous dites, oui, c'est pas nouveau ce problème, oui, c'est pas très grave, et puis vouloir capter l'attention, il y a quelque chose de politique là-dedans. Et en même temps, vous écrivez que le dérèglement attentionnel est aussi grave que le dérèglement climatique. Ah, il y a quand même un dérèglement et quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, si je sais lire. Ouais. Tout à fait. J'écris trop de choses, mais là, j'imagine que j'ai pu écrire des choses. C'était dans une interview à nos confrères des Inrock. Très bien. Alors, dérèglement attentionnel, dérèglement climatique. Le livre s'appelait Pour une écologie de l'attention. Et il y avait au moins deux façons de lire le livre et le titre, qui était de dire le problème écologique
changement climatique, destruction de la biodiversité, etc., etc., c'est essentiellement aujourd'hui un problème attentionnel. À savoir, de nouveau, c'est pas une question d'information, enfin, c'est pas seulement une question d'information. Les informations sur ce qu'on est en train de faire à nos milieux de vie, largement, elles sont là. On va se développer, la science se développe et on comprend tous les jours un petit peu mieux, mais il y a déjà beaucoup et assez d'informations pour, si on regarde ça depuis la planète Saturne, que les humains aient de bonnes motivations pour changer leur mode de vie, leur façon de penser, etc. De fait, alors avec Greta Thunberg, avec une série de choses, ça commence à monter en puissance dans les médias depuis à peu près 1 année et demie, mais vraiment à devenir vraiment saillant, et tant mieux. Mais vous savez que tous les discours sur l'effondrement nous disent que c'est dès les années 70, le rapport du Club de Rome, etc., en 72, où on nous dit, on a des justement les informations se raffinent, mais elles sont là. Et on a passé 50 ans à regarder ailleurs. Et des gens qui, comme moi, regardent encore plus loin dans le temps, nous disent des avertissements sur les catastrophes induites par la modernisation de l'industrialisation, ça date aussi de plusieurs décennies ou plusieurs centaines d'années. Donc, on a un problème attentionnel, et là justement c'est ce que j'aime bien un peu retourner, on est beaucoup trop attentif. On est beaucoup trop attentif collectivement à une figure qui est le taux de croissance du PIB, et cette fascination ou cette attention hyper focalisée sur le taux de croissance du PIB fait qu'on n'a pas regardé plein de choses derrière nos têtes ou à côté qui étaient en train de foutre en l'air les milieux dans lesquels nous pourrions peut-être avoir des taux de croissance ou pas du PIB. Donc là, il y a un premier problème de dérèglement climatique et dérèglement attentionnel. Je dirais que le capitalisme entraîne un énorme dérèglement attentionnel. Toutes nos attentions sont directement ou indirectement alignées sur des impératifs de profit actionnarial et donc sont distraites de choses qui, pour moi, seraient beaucoup plus importantes. C'est pour ça que vous dites que le dérèglement attentionnel est la conséquence du dérèglement climatique. Les deux ont quelque chose à voir. Non, ça, je ne crois pas que j'ai dit ça. Je dis plein d'âneries, mais ça, je ne crois pas que j'aurais dit ça. Il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Voilà. Mais l'un n'est pas... Alors, j'ai peut-être dit les choses à l'envers, mais en tout cas, entre les deux j'essaie... dérèglements, il y a quelque chose... D'accord, donc là, j'ai fait la première lecture du titre qui consiste à dire « Nous sommes dans un dérèglement attentionnel collectif du fait d'être beaucoup trop obsédé par quelque chose qui est intéressant par ailleurs, mais qui est le PIB, et pas assez intéressé par d'autres choses. » Après, si le livre s'appelle « Pour une écologie de l'attention », c'est de dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est ici dans une certaine écologie attentionnelle. On a des milieux attentionnels. Et la deuxième lecture du titre, c'est de dire c'est toute notre infrastructure médiatique. Vous travaillez dans un journal, vous connaissez mieux ça que moi, mais comment est-ce que telle image arrive sur les écrans de télévision? Comment est-ce que telle image arrive sur mon téléphone portable? Comment est-ce que telle nouvelle arrive sur la couverture du Point? Comment est-ce que ce qui m'affecte, je dis que c'est des affections qui nous arrivent, comment est-ce que ce qui m'affecte est sélectionné par rapport à toutes les nouvelles, à toutes les informations, à tout ce qui pourrait venir sur la couverture du Point ou sur l'émission de télévision de 20h à TF1, là, il me semble qu'on a effectivement un énorme dérèglement. Et après, pour une écologie de l'attention, j'ai fait un livre qui s'appelait Médiarchie, pour dire on ne peut pas parler de problèmes d'attention sans parler de l'infrastructure qui commande, qui conditionne, qui détermine ce qui va arriver comme stimulus devant mes yeux, mes oreilles, par la radio, par le téléphone portable, par tout ceci. Et à mon avis, on ne peut qu'étudier l'un avec l'autre. Et le dérèglement dont on parle, il me semble qu'il est lié justement à des structures de conditionnement de notre attention par des structures de conditionnement des médias. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'êtes pas moraliste du tout. J'essaye pas. Et vous dites, attention, l'attention, justement, ça n'est pas simplement ou seulement la concentration solitaire sur un unique objet. Être attentif, c'est pas simplement avoir la capacité de lire 2 heures Voltaire. Il n'y a pas de modèle unique en la matière. Tout à fait. Donc là, depuis le début de notre discussion, en fait, moi, je vous invite en général à ne pas croire ce que je dis, mais là, il y a une preuve qu'il ne fallait absolument pas croire ce que je vous ai dit, c'est que j'ai parlé de l'attention au singulier. Et ça, mon conseil, ça sera, sitôt que quelqu'un vient vous parler de l'attention au singulier, méfiez-vous de ce qu'il dit. Il y a des régimes attentionnels, il y a des qualités attentionnelles, il y a des attentions. C'est tellement différent de conduire une voiture, de prendre soin d'un enfant
enfant malade, de regarder un film, de jouer à un jeu vidéo, de lire un texte du XVIIIe siècle. Chaque fois, on dit oui, il est attentif ou il n'est pas attentif, et ça a des expériences complètement différentes. Il y a une que je connaisse, il y a une bonne raison de parler de l'attention au singulier, ça serait quelque chose comme PageRank de Google. L'algorithme de Google qui fait quoi? Et ça, c'est un philosophe allemand qui s'appelle Georg Frank qui avait parlé d'économie de l'attention dès les années 1990. Et il nous disait, pour qu'on puisse parler d'économie de l'attention et garder l'attention au singulier, il faut qu'on ait une mesure homogénéisatrice de toute cette diversité d'attention. Et il se trouve que PageRank de Google, ça pourrait être un bon exemple de ceci, à savoir que vous intéressiez aux tomates, que vous intéressiez à la réparation d'ordinateurs, que vous intéressiez à l'eau, que vous intéressiez aux arts pornographiques du XVIIIe siècle, tout ceci, ça va se faire ranking, ça va se faire classer à travers l'intelligence collective captée par Google, et puis vous allez voir que vous avez tant de hits ou tant de choses qui vont vous être conseillées si vous avez tel sujet. Donc là, on pourrait se dire, là, il y a quelque chose, c'est pas encore au niveau de la planète, parce que ça fonctionne à l'intérieur de cultures, à l'intérieur de langues, mais au moins dans le monde de la langue française, il y a une sorte de mesure homogénéisatrice de l'attention collective, ça serait le résultat de PageRank de Google. Donc seulement dans ce cas-là. Mais, donc, les discours moralisateurs sur lesquels vous me mettiez, il me semble qu'on assimile de façon beaucoup trop brutale et simpliste le bien, être attentif, à être concentré. Et on a de bonnes raisons de faire ça. Quand je conduis ma voiture, c'est bien que je me concentre pour ne pas tuer les gens qui pourraient passer devant moi. Quand je propose à mes étudiants de lire un texte, c'est bien, ça marche bien, ça ne marche que si on est concentré là-dessus et qu'on n'a pas 3 téléphones portables en même temps. Donc oui, il est absolument important de pouvoir se concentrer, et je dirais mieux, le plus important, c'est pas de pouvoir, c'est d'avoir envie de se concentrer. Et moi, mon boulot en tant que prof, c'est de donner, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est de donner envie aux élèves, aux étudiants, de se concentrer pendant un certain temps sur un texte. Et ça, c'est super important. Mais il est aussi important, et c'est aussi de l'attention, que de savoir ne pas trop se concentrer. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure à partir du PIB? Je disais justement, on est beaucoup trop concentré sur le PIB. La bonne attention, c'est là où les bons modes d'attention, c'est ceux qui peuvent osciller, qui peuvent se moduler. Pendant un certain temps, on est concentré sur ceci, et puis après, on regarde quand même. Et si on est trop concentré, c'est dangereux. Si j'arrive à fasciner mes étudiants, et puis qu'ils lisent le texte, ils sont tellement là-dedans, et qu'il y a un incendie, et qu'ils brûlent tous dans la salle, et ben, ça sera une catastrophe. Donc, c'est toujours contextuel, et de valoriser a priori la concentration, la focalisation contre la distraction. Ce mot de distraction, il me semble, justement, la plupart du temps, lorsqu'on l'utilise, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, on se fait traverser par certains régimes d'autorité et de pouvoir, et que la distraction, si on est distrait aujourd'hui du PIB, c'est plutôt une bonne chose. Alors justement, vous êtes plus freudien que cognitiviste. Vous faites l'éloge de l'attention flottante, qui avait été théorisée par Freud. Effectivement, okay. on écoute le patient, mais on n'accroche pas sur ce qu'il dit, on reste un peu... Et ça, pour vous, c'est une vertu d'avoir cette capacité. Alors, pas seulement à laisser son attention flotter de temps en temps. Tout à fait. Et là, c'est pas que moi, il y a quelqu'un comme Roland Barthes, que peut-être les plus anciens d'entre vous connaissent un petit peu, ou les plus littéraires, je ne sais pas, qui était un penseur des années 50, 60, 70, qui est mort en 80, qui théorisait la lecture, et donc c'était un littéraire qui voulait lire, qui était très content qu'on puisse se concentrer sur des textes, mais qui disait finalement la bonne lecture, la lecture qu'on a envie de favoriser, c'est oui, on se concentre, mais des moments, on lève les yeux du texte. Et il disait, c'est les moments où vous levez les yeux du texte que quelque chose de vraiment important se passe. Et parce que vous rêvassez, parce que vous associez ce que vous avez vu dans le texte avec quelque chose qui vous est arrivé, ou quelque chose qui pourrait vous arriver, ou quelque chose que vous pensez. Vous produisez votre propre pensée en réaction, en interactivité avec la lecture du texte. Et donc une lecture, les machines, les ordinateurs, ils sont concentrés. On leur dit de faire quelque chose, et puis en général, s'ils marchent bien, ils ne ratent pas un mot, etc. On fait des recherches de mots, d'habitude ça marche. Ils sont concentrés, ils font ça. Mais ils ne lèvent pas les yeux du texte pour se demander, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... On peut les programmer peut-être à faire des choses merveilleuses, mais ce moment de la lecture, qui est une forme d'attention où on se distrait un petit peu du texte pour y revenir avec quelque chose d'autre après, ça c'est absolument essentiel.
Alors, vous convoquez Freud, mais vous convoquez aussi Bergson, Deleuze, et vous nous dites, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un temps suffisamment long entre le moment où on est stimulé et le moment où on répond. Voilà. On ne prend plus la peine de réfléchir, on ne prend plus la peine de laisser du temps au temps, comme disait l'autre. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc l'attention flottante, oui, mais... Alors, je disais attention flottante tout à l'heure, justement, parce que ce que j'essaie d'illustrer avec Barthes, c'était de dire... Peut-être que maintenant, c'est les meilleurs moments de ce qui se passe entre nous, c'est peut-être le moment où vous ne m'avez pas du tout écouté, mais vous avez pensé à quelque chose d'autre et que vous avez laissé flotter votre attention. Et moi, c'est le conseil que je donne aussi aux étudiants. Donc moi, je suis littéraire et j'essaye de leur donner une lecture littéraire des textes. Et cette lecture, elle dit, laissez d'autres voix enrichir ce que vous avez du texte. Donc ça, c'est le côté flottant. Maintenant, vous faites référence à cette belle phrase de Deleuze qui disait... Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Un cerveau, c'est d'abord du vide. Et là, moi, je suis prof. On m'a dit depuis tout petit que si je veux être prof, c'est pour remplir la tête des gens de belles choses, voilà, de connaissances, de culture, etc. Et quand je lis que le cerveau, c'est du vide, j'ai un peu de peine à comprendre. Et qu'est-ce qu'il veut dire? En disant vide, en disant écart, il dit la réflexion, l'intelligence humaine, etc., c'est justement quelque chose de temporel, qui veut dire que vous avez un stimulus, l'attention automatique dont on parlait tout à l'heure, ça a refait le coup, elle était encore en train de regarder quelque chose, ça c'était son téléphone, ou non, c'était quoi c'était sa caméra, c'est une photographe. Donc j'ai refait le coup, hein. Cette saillance, la réponse a été immédiate. Enfin presque, là vous étiez un petit... Mais bref, dans ce genre de choses, vous devez répondre tout de suite. Stimulus, réponse. C'est pour ça qu'il y a des sirènes sur les voitures de pompiers et compagnie. Si vous commencez à réfléchir, est-ce que je vais ou pas? Non, il faut s'écarter tout de suite. Qu'est-ce que c'est pour Deleuze que justement la philosophie, la réflexion, l'intelligence, mettez plein de mots que vous voulez là-dessus, c'est lorsque vous avez un stimulus qui arrive et puis vous avez la chance, vous avez le luxe, vous vous êtes entraîné pour, ou on vous a conduit à pratiquer ceci qui est de prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu de recul, où ce stimulus, vous auriez une première réponse qui serait celle-là, et en fait, vous dites, tiens, est-ce que c'est la meilleure réponse? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir dans ce stimulus? Et là, au-delà de Deleuze, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui a fait un très beau livre sur l'expérience esthétique, je crois, la relation esthétique ou l'expérience esthétique, je ne sais pas, et qui dit, qu'est-ce que c'est que l'expérience esthétique? Lui, il appelle ça un retard de catégorisation. Un retard de catégorisation. Pensez à ce que vous faites quand vous allez dans un musée. Et là, je vais prendre un musée classique, mettons le Louvre, ou je sais pas, un musée des Beaux-Arts, parce qu'après, il y a plein de choses bizarres qui se passent dans les musées d'art contemporain, mais vous allez dans un musée. Votre but, c'est pas de reconnaître, enfin, je sais pas, on peut faire ce qu'on veut dans les musées, mais si on a une expérience esthétique, c'est non seulement qu'on voit un tableau, on se dit « Ah, ça c'est une Vierge Marie, ça c'est un arbre, ça c'est un paysage nordique, ou je sais pas ». Oui, on reconnaît, c'est un paysage nordique, et puis après, on surinvestit l'attention. On donne plus d'attention en se disant « Tiens, il doit y avoir quelque chose d'autre ». On retarde la catégorisation. Quelle est cette autre chose que je vais pouvoir voir là-dedans? Je ne sais pas, mais il doit y avoir quelque chose. Et donc, c'est ce moment-là, j'ai reçu un stimulus, c'est une Vierge Marie, c'est ceci, je ne me satisfais pas de ça, et j'essaye de trouver autre chose derrière ce que j'avais d'abord repris. Alors, ce mécanisme-là, on peut se dire, donc ce mécanisme de stimulus-réponse, on peut se dire que c'est les clichés. Qu'est-ce que c'est que les clichés? C'est qu'on voit des choses, ça s'imprime en nous, puis on les recrache. Moi, j'ai une horreur, alors je parle à un journaliste, vous n'êtes pas journaliste dans la presse audiovisuelle, mais les micro-trottoirs qui envahissent complètement les journaux télévisés, il me semble, depuis quelques années, pour moi, c'est une ignominie. C'est un jour de grève, vous êtes à la gare de Matabio. Je suis désolé, c'est la deuxième fois que je suis à Toulouse, donc vous êtes à la gare Matabio, il y a une grève de train, on vous dit, qu'est-ce que vous pensez de la grève de train? Ça fait chier, c'est SNCF, etc., etc. Forcément, hein, vous êtes dans une situation où vous devez prendre votre train, il n'est pas là, etc. On vous met un micro, vous êtes un peu stressé, vous voyez des caméras, c'est TF1, etc. Donc, stimulus, réponse. Qu'est-ce que c'est justement que le respect, que l'intelligence? C'est, on vous donne du temps, on ne vous fait pas des micro-trottoirs. Et l'expérience esthétique, ou pour moi l'expérience littéraire, l'attention propre à ceci, c'est justement ce moment de suspension où on peut trouver autre chose
que ce qui nous capte. Et là, on revient à la captologie. Les stimuli saillants, ils nous captent. Et pour ne pas être trop capté, il faut pouvoir... Alors, c'est pour ça que j'ai mis plein de verbes tout à l'heure. Il faut pouvoir soit se donner le temps. Si on a de la chance comme moi, j'ai un salaire qui arrive sur mon compte en banque en fin de mois. Je n'ai pas besoin de regarder toujours mon téléphone portable parce que je chercherai un boulot. J'ai une maison, je n'ai pas besoin de trouver un logement alors que c'est une crise de logement généralisée. Donc moi, les notations, les notifications, je m'en fous. J'ai ce luxe-là. Mais c'est parce que je suis petit bourgeois, riche, planqué, etc. etc. Je ne vais pas blâmer ou moraliser un type qui est dans ma classe, qui cherche un logement, qui n'a pas de boulot, qui doit faire un stage et qui peut peut-être avoir la notification pour une possibilité de stage, ou s'il ne la regarde pas maintenant, c'est un autre qui va lui appliquer sous le nez. Le néolibéralisme ou le capitalisme comme compétition généralisée entre tout le monde et tout le monde, c'est clair que ça induit une surcharge attentionnelle, un stress attentionnel qui nous transforme tous en petites mécaniques de stimulus-réponse, stimulus-réponse. Oui, alors là, vous êtes un peu moins freudien, parce que Freud avait théorisé effectivement l'écoute flottante, mais il avait aussi dit que dans la libre association, c'est-à-dire dire ce qui nous vient comme ça, on peut avoir certaines fulgurances et des vérités. Absolument, ah ouais. Libre association, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est un petit peu en contradiction avec ce que vous disiez, avec ce temps nécessaire entre le moment où on est stimulé et le moment où on répond. Ah, bah justement pas, parce qu'il faut du temps pour la liberté. Hein, c'est justement, madame, quand j'ai tapé comme ça, vous n'étiez pas vraiment libre. Moi, la liberté, d'abord, je m'en méfie. J'ai fait des livres sur Spinoza, etc., qui se méfient du libre arbitre. Donc, tout ce qu'on peut dire sur les médias, sur tout ceci, lorsqu'on postule que nous sommes libres de faire ce qu'on veut avec nos médias, moi j'y crois pas. Mais là, ça nous prendrait 3h30, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais donc la liberté de faire une libre association, une association libre, ça demande justement des moyens de temps pour pouvoir flotter, pour pouvoir faire cette association-là. Donc là, je ne vois pas la contradiction, mais peut-être qu'il y a. Parfait. Alors, pour nous rassurer un peu les parents que nous sommes, en tout cas ceux qui le sont, vous dites que finalement les jeunes sont peut-être plus attentionnés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, ils sont moins violents. Ouais, alors là, sitôt que les gens, c'est comme parler de l'attention au singulier, parler des jeunes et dire des choses comme ça, j'ai dû dire ça quelque part quand on me posait des questions, parce que je dis des âneries, mais d'abord, je ne sais pas. Les jeunes, je ne sais pas qui c'est, etc. Oui. Moi, ce que je vois, c'est certaines classes très, 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 très limitées de la population qui se trouvent, par exemple, dans les classes ou dans les lieux que moi, je peux fréquenter. Mais de nouveau, ce n'est pas représentatif de la jeunesse. Il me semble, mais là, c'est vraiment de l'opinion et de l'intuition, que si on parle autant, par exemple, de care, de soins, de soucis, qu'il y a une autre façon de penser l'attention. De bienveillance. De bienveillance, etc. etc. Pour différentes raisons, j'ai mis des hypothèses, mais on n'aurait pas le temps de venir là-dessus, il me semble que je sens quelque chose dans, en tout cas, une partie des plus jeunes gens que je fréquente, de l'ordre de cette bienveillance, une sorte de méfiance envers trop de polémiques, ou une méfiance envers des jugements trop tranchés, ou justement une sorte, alors on peut appeler ça du désarroi, ou on peut appeler ça de la désorientation, ou on peut appeler ça une attention sphérique. Là, je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi, mais attention sphérique, c'est un terme qui pourrait résonner pour plein de raisons, où on se dit qu'il peut y avoir soit des opportunités, soit des dangers tout autour de nous. Et ça, c'est justement pas la focalisation, c'est justement pas la concentration. Et j'imagine, mais comme je dis, là, c'est vraiment des hypothèses, que lorsque, comme moi, on a grandi, moi j'ai grandi en Suisse, dans un milieu pas très favorisé, mais enfin, il n'y a jamais eu de problème pour me nourrir ou pour me loger, j'ai justement une sorte d'aisance de vie qui me permet de me concentrer en me sentant assez sécurisé, par un état-providence, par plein de choses. Quand on vit dans des discours à la Greta Thunberg d'effondrement possible, voire probable, quand on vit dans un monde où il faut capter les opportunités avant que vous fassiez vous capter pour des choses, le fait d'être toujours un peu distrait, ça peut dire que vous n'êtes jamais complètement focalisé sur quelque chose et vous êtes toujours un peu attentif à d'autres possibilités ou d'autres dangers. Et je me dis que peut-être que ce n'est pas aussi mal que ça, que peut-être c'est nous, les vieux, qui avons été trop concentrés justement sur le PIB ou sur d'autres choses et qui n'avons pas vu venir, qui n'avons pas voulu voir venir toute une série de choses qui maintenant éclatent à la figure de moi qui vais de toute façon crever dans 20 ans, mais encore plus de jeunes gens
qui devront se trimballer ce qui va leur arriver. Et cette génération sursollicitée aurait gagné aussi en compétences, la capacité à s'intéresser à plusieurs choses à la fois, à répondre à des sollicitations multiples. Alors là, moi, pour moi, penser, c'est tordre des bâtons. On dit souvent tordre des bâtons au sens, il y a tellement de discours calamiteux sur la crise attentionnelle, sur tout ceci, que moi, j'essaye de dire le contraire. Pas parce que le contraire est plus vrai que ça, mais parce qu'il faut dire un petit peu le contraire et un petit peu trop fort le contraire pour que ça ne soit pas toujours dans le même cas. Donc je nie pas du tout, quand j'ai parlé tout à l'heure de téléphone radioactif, oui, c'est quelque chose d'absolument nouveau et on ne sait pas ce que ça fait à des cerveaux. On ne sait pas ce que ça fait à des socialités humaines que de vivre dans un monde de téléphone portable. Et ça peut être très dangereux. Et le livre dont vous parliez, décérébrer, je ne sais plus comment il s'appelle, décerveler par les la écrans. crétinerie digitale. Crétinerie digitale, oui. etc. Là, justement, lui, il tord complètement le bâton comme ça. Mais il dit des choses qui sont super intéressantes qu'il faut lire. Il me semble aussi intéressant de le tordre dans l'autre sens. Dernière question, très personnelle et avec une réponse très brève. Vous êtes littéraire, professeur des universités, pétri de culture classique. Qu'est-ce qui vous a conduit à être si attentif à cette problématique précisément de l'attention ? Et il me reste 3 secondes. Voilà. Parce que pour 30 moi, secondes. les études littéraires, c'est un régime attentionnel. C'est une certaine façon de lire des textes, c'est une certaine attention portée au texte, un petit peu ce que je disais avec l'attention esthétique tout à l'heure. Et donc pour moi, il y a une continuité directe. Mais là, on est à 0, 0, 0, et je crois qu'il faut être attentif à l'heure aussi. Merci. Je renvoie à la lecture de votre livre Merci beaucoup. L'écologie de l'attention. Et madame, monsieur, je vous remercie de votre attention.